Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à Télé 7. Dans l'actualité de ce jeudi 6 décembre, les regards congolais sont braqués sur la capitale ougandaise où s'ouvrent dans les prochaines heures des négociations entre le gouvernement et les M23, mais les deux parties sont divisées sur les contenus de l'agenda de la réunion. À la nouvelle société civile, on désapprouve les négociations de Kampala. Cette structure de la société civile qualifie l'Ouganda de pays agresseur de la République démocratique du Congo. Enfin, les régies financières sont appelées à combler les contre-performances pour le mois de décembre. L'appel est du ministre délégué aux Finances à l'issue d'une réunion avec les responsables de ces régies mercredi. Voilà pour les sommaires de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, vous informer est notre devoir. Le cadre, l'agenda et les contenus de pourparlers qui doivent avoir lieu à Kampala entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 divisent encore les participants à quelques heures de l'ouverture de ces assises. La délégation congolaise, conduite par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda Tunga-Mulongo, a quitté Kinshasa mercredi 5 décembre pour la capitale ougandaise où les dialogues devraient débuter ce vendredi. Le doute plane sur des négociations entre le gouvernement et les mouvements du 23 mars quant au terme des références de cette rencontre. Le gouvernement a déjà tracé le cadre pour ses assises, mais du côté du M23, on voudrait élargir son cahier des charges à d'autres questions ne faisant pas partie des accords du 23 mars 2009. Je vous propose ce commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. À la veille de l'ouverture des négociations entre le gouvernement et le M23 prévues à Kampala, des sons discordants se font entendre dans les deux parties quant au terme de référence de 10 pourparlers. Les uns et les autres partant avec des idées préétablies. Pour le gouvernement qui a déjà tracé le cadre en le circonscrivant à l'évaluation des accords du 23 mars 2009, conclu avec le CNDP muet en ce jour en M23, il ne sera pas question de négocier des postes au sein des institutions de la République. Des vues que ne partage pas le M23 qui a une autre lecture de dite tractation qu'il veut élargir aux questions politiques, juridiques, de défense, de la sécurité, de l'économie, de finances, du social, du développement et de la démocratie. Le mouvement rebelle qui réclame un débat de fond sur la marche du pays a entre-temps ajouté d'autres revendications à son cahier de charges en le portant actuellement à 21 au total. Autre gros titre de l'actualité, la nouvelle société civile congolaise et la coalition des organisations de la société civile de la République démocratique du Congo s'est disent inquiètes quant à la situation sécuritaire et volatile à l'est du pays. Cette plateforme désapprouve les négociations de Kampala qu'il qualifie de pays agresseur. Face à la presse, la NSCC demande à l'Ouganda de verser la somme de 10 milliards de dollars américains à la RDC en guise de réparation. Les détails dans ce reportage signé Marie-Jeanne Bibomba-Tanfouri, Junior Kabamba et Jacob Poy. La coalition nationale des organisations de la société civile congolaise rejette les discussions de Kampala. Cette plateforme qui regroupe les acteurs non étatiques déplore la crise humanitaire sans précédent qui secoue l'est du pays depuis le déclenchement par l'armée rwandaise et les M23 des hostilités. Elle appelle les belligérants, dont le gouvernement et les M23, de trouver la solution à cette crise pour le retour rapide de la paix. Ce qui est en train de se passer maintenant à Kampala ne nous concerne pas parce que nous ne sommes pas associés. Et quand bien même on était associés, c'est dans un pays agresseur. Il faudra que ce soit dans un pays où nous pouvons discuter. Ça ne veut pas dire que nous sommes hostiles au dialogue, aux discussions. Nous sommes d'accord, mais dans le format qui doit être connu de tous, pas dans l'opacité telle que les choses sont en train de se passer actuellement. Donc, les camarades ou les compatriotes qui sont allés faire du tourisme du côté de Kampala, nous croyons que c'est de bonnes guerres. Ils sont en train de voir quand même comment les anglo-saxons sont en train d'organiser le pillage de notre pays. Ce n'est pas mauvais. La société civile réunie s'est dit prête à participer à toute négociation dans le cadre de la lutte contre la balkanisation et l'impunité sous le label d'autres pays que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, pays agresseurs de la RDC selon les experts des Nations Unies.
La situation sécuritaire dans l'est du pays préoccupe la conférence épiscopale nationale du Congo. Une délégation épiscopale conduite par le deuxième secrétaire a été ce jeudi à la primature pour s'enquérir de la réalité des faits sur le terrain. Le Premier ministre a également accordé une audience au gestionnaire de la Banque mondiale sur les questions économiques et des réductions de la pauvreté. Le détail dans ce récit de Dodo Ndombe, Moseka Maïngo. Matata Ponyo devait éclairer ses hôtes sur les efforts que son gouvernement entreprend pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Une situation qui ne laisse pas indifférente la conférence épiscopale nationale du Congo. Après avoir été édifiés par le Premier ministre, les évêques lancent ce message de cohésion nationale. La consternation dans laquelle nous avons été tous plongés après la prise de la ville de Goma. Ils sont venus parler de cette situation avec le Premier ministre et surtout insister sur la cohésion à l'intérieur de notre pays pour faire face à toutes ces forces désintégratrices de la République démocratique du Congo. La question de la pauvreté a été évoquée lors du deuxième audience que Matata Ponyo a accordée à Albert Zefac, gestionnaire des questions économiques de la Banque mondiale. Les deux hommes ont échangé sur la possibilité de renforcer la coopération en vue d'améliorer les taux de croissance de l'économie congolaise. Nous avons discuté également des possibilités de diversifier l'économie afin de créer les emplois qui sont nécessaires pour réduire la pauvreté. Nous avons discuté avec Monsieur le Premier ministre de l'importance de la gouvernance et de la transparence comme étant facteur généré de façon endogène. Et nous avons été d'accord avec le Premier ministre qu'aucune institution ne peut en fait imposer la gouvernance à un pays. Elle doit être générée de façon endogène. La croissance ne peut se faire qu'avec une bonne gestion des ressources. La RDC est appelée à améliorer le climat des investissements et intensifier sa production agricole. Les ministres délégués aux finances étaient face aux élus des élus ce jeudi. Patrice Kitebi devait éclairer la lanterne des sénateurs sur la dernière décision du Fonds monétaire international quant à l'arrêt du programme économique du gouvernement. Cela à la suite d'une question orale avec débat lui adressée par les sénateurs Emery Kalamba, Bijombo Ndoya, Serge Koueté, Blanchard Kandolo. La question orale avec débat du sénateur Kalamba fait suite à l'arrêt par le FMI du programme économique du gouvernement. Ce dernier souhaitait du ministre délégué aux finances des explications, notamment sur les raisons qui ont poussé le Fonds monétaire international à prendre une telle mesure. Mais les sénateurs voudraient également se rassurer que la décision du Fonds n'aurait pas d'incidence sur le budget de l'État et sur l'amélioration du climat des affaires. En réponse, Patrice Kitebi précise qu'il ne s'agit pas d'un arrêt, mais plutôt de l'expiration de l'accord de finances entre le gouvernement et le FMI, à la suite de certaines divergences. Quant au budget encore sous examen, le ministre assure que les ressources n'y sont pas comptabilisées, insuffisant pour convaincre l'auteur de la question. Je vous dis que je ne suis que partiellement satisfait par les réponses que vous venez de donner aux questions que je vous ai soumises. Je commencerai par la première, concernant la raison invoquée par le Fonds monétaire international. Et je crois que, d'abord, j'aimerais bien dire qu'il faut bien clarifier les choses. Nous n'avons jamais parlé de rupture avec le Fonds. Nous avons parlé de l'arrêt du programme. Des recommandations que le ministre délégué promet de prendre en compte. L'exigence de gouvernance est une exigence fondamentale à laquelle nous ne pouvons pas échapper si nous voulons construire la révolution de la modernité. Et donc, le gouvernement tout entier est mobilisé pour que nous arrivions à gagner cette bataille de la bonne gouvernance. Selon le représentant du FMI, c'est le manque de transparence sur le contrat minier qui est à la base de l'arrêt de ces prêts. Les élus des élus demandent au gouvernement de rectifier les tirs. Je l'ai annoncé en début de journal, 46e réunion de régie financière mercredi au ministère des Finances. Les événements sécuritaires qui ont paralysé les activités économiques dans l'Est ont quelque peu bousculé ces dernières années dans la mobilisation des recettes pour le mois de novembre. Patrice Kitebi exhorte les régies financières à combler ces contre-performances pour le mois de décembre en cours. Dodo Ndombe, Moseka Maïngo.
Des perturbations, quoique moindres, ont caractérisé les assignations du mois de novembre dans les régies financières. La DGI a été la plus performante dans la mobilisation des recettes. Sur les 295 milliards de francs congolais attendus, la Direction générale des impôts avoisine déjà environ 286 milliards de francs congolais, suivi de la DGDA avec 116 milliards de francs congolais au lieu de 120 milliards attendus. La DGRAD, elle, a mobilisé 25 milliards de francs congolais au lieu de 30 milliards. Le ministre délégué aux Finances instruit ces trois régies à améliorer les performances en vue de combler ces contre-performances. Nous avons donné des instructions à la DGDA pour que le comportement des recettes en décembre 2012 prenne en compte certains manques à gagner et certains potentiels qui n'ont pas pu se réaliser parce que justement il y avait des incertitudes, des hésitations de la part des opérateurs économiques. Il y a un travail qui doit se faire et la DGDA a reçu mandat notamment de discuter aussi avec les opérateurs économiques pour qu'on sache quel sera le comportement global sur le mois de décembre qui est un mois important parce que c'est la fin de l'année déjà. Le gouvernement devrait réagir après que le FMI ait annoncé la rupture du PEC 2 avec la RDC. Il faut désormais compter un peu plus des recettes internes. L'exécutif se félicite déjà de la reprise des activités économiques dans l'est du pays. Célestin Vunabandi a représenté le Premier ministre au séminaire sur le Code de conduite des affaires et pacte anticorruption entre le gouvernement et les secteurs privés ce jeudi au ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement congolais travaille pour l'amélioration du climat des affaires et combat la corruption afin de rendre l'environnement viable pour attirer les investissements. Doudou Ndombe Mousseka Maïngo, Fiston Bouine. La corruption gangrène l'administration publique de la RDC et compromet l'évolution du climat des affaires. L'initiative anticorruption veut ainsi inciter les entreprises privées et publiques à s'imprégner des valeurs telles que l'intégrité, la bonne gouvernance, le respect des principes et la transparence pour qu'elles soient efficaces et compétitives. Ce groupe de travail, qui regorge environ 18 entreprises en son sein, veut partager l'expérience de la Grande-Bretagne qui, par sa législation, favorise l'émergence de ces entreprises, même en dehors de son territoire. Je voudrais saluer l'initiative du gouvernement pour lancer cette pacte anticorruption. Pour nous, c'est essentiel que la lutte contre la corruption doit être une tâche partagée entre le secteur privé et l'État congolais et les institutions de l'État. Cette coopération doit être essentielle pour le succès dans cette lutte. Et donc j'espère que cet événement peut être un pas important vers cet objectif. Le gouvernement congolais a tendu la main au secteur privé susceptible de booster la croissance économique. Voilà pourquoi le civisme fiscal a été instauré dans le pays. Célestin Vunabandi, qui a représenté le Premier ministre à ses assises, reconnaît que le code de conduite s'avère indispensable pour la réussite du pacte anticorruption. Des efforts considérables sont engagés par le gouvernement pour garantir un service public efficace et moderne à la hauteur de nos ambitions, pour lutter contre la corruption qui prive l'État des moyens et décourage les investisseurs potentiels pour accompagner ceux des nationaux ou étrangers qui ont choisi la République démocratique du Congo comme terre d'investissement. Le groupe de travail a vu le jour en 2010 avec le concours de la FEC, l'objectif principal étant d'améliorer le climat des affaires en RDC avec l'appui du gouvernement. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le ministre provincial des Finances a présenté 2 projets d'édit portant respectivement sur la création de la Direction générale des recettes de Kinshasa et la procédure de gestion sur les taxes, des projets qui visent la réforme de cette direction. La plénière a eu lieu dans la salle des conférences de la CEPAS. Rossel Martin Gandoumbuyamba, Allégré Mbouyi et Dieu merci Sueka. Ces 2 projets d'édit étaient très attendus par les élus de la ville. Celui en rapport à la création de la DGRK et l'autre autour de la procédure de gestion sur les impôts et taxes sur la ville était dès le départ entaché d'erreurs, reconnaît Joseph Malungeni, président de la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc il y a des écueils d'une manière interne qu'on doit corriger, mais la vraie motivation
Donc les deux édits doivent être conformes par rapport à la nouvelle loi relative aux finances publiques de notre pays. Plus explicite, Papi Calais souhaite que cet arsenal juridique soit désormais conforme aux dispositions de la nouvelle loi des finances. Auparavant, nous avons voté les 10 sur la DGRK et que les DG avaient les rangs du ministre. Mais selon la nouvelle loi des finances, il y a les 5 ordonnateurs qui sont les ministres professionnels à charge des finances. Donc le DG devait à tout prix donner rapport auprès du ministre. Reste que ce membre du gouvernement provincial, qui se réserve de tout commentaire à la presse, puisse convaincre la représentation provinciale et faire passer les projets lors de sa réplique dans 48 heures exactement. Retour sur la réplique du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction à la question orale avec débat sur l'évolution des travaux de la voirie urbaine à Goma. Les élus du peuple avaient soulevé des inquiétudes à propos de la résistance des séparateurs en câble posés sur certaines artères de Kinshasa. Fridolin Kassushi-Musoka a éclairé la représentation nationale sur cette question. Pour le ministre, ces séparateurs sont en mesure de résister à un choc provoqué par un véhicule. Écoutez à ces sujets le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction dans cet extrait choisi par Rosa Wazi. Si, contrairement à certains avis, je peux certifier que les câbles à poteaux d'ancrage sont en acier. Seuls quelques accessoires tels que les déflecteurs et les gaines de guidage sont en matière plastique. Ces séparateurs sont en mesure de résister à un choc provoqué par un véhicule qui roule à 80 km/h et qui pèse 1300 kg. Donc ces séparateurs possèdent un concept qui privilégie la réduction de l'impact lors de la collision de manière à préserver la vie des usagers, de minimiser les dégâts sur les véhicules concernés, de sorte qu'ils ne rentrent sur la chaussée et ainsi épargner les véhicules venant éventuellement après le premier. La République démocratique du Congo a pris part au 18e sommet sur les changements climatiques. Le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Mukoko Samba a plaidé pour que la RDC puisse bénéficier de tous les avantages liés à sa lutte contre les changements climatiques grâce à sa forêt, suivant ce reportage de nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise. La conférence de Doha était-elle un rendez-vous des plus fin décembre 2012. Première période des engagements, rien n'a été respecté. L'échec est total et admis par tous. L'appétit féroce des géants industriels n'a pas cessé de détruire la planète. La République démocratique du Congo s'aligne derrière le groupe Afrique et souhaite qu'une décision pour la poursuite du processus de Kyoto soit adoptée, permettant entre autres le transfert financier des pays pollueurs vers les pays en développement. Sur ce point, peu de progrès ont été accomplis. Les contraintes budgétaires en sont les principales causes en Europe. Nous consacrons du temps et de l'argent aux discussions sans réaliser que le phénomène s'accumule faute d'action. Les tendances auraient pu être inversées si les discussions étaient moins longues et les appuis annoncés réellement déployés. Nous déplorons que le décaissement des fonds précoces promis pour les activités RED+, n'ait pas été totalement effectif et transparent. Des financements ciblant des actions d'atténuation et d'adaptation sont attendus en RDC pour poursuivre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contre la déforestation. Les membres de la nouvelle société civile congolaise ont été initiés aux techniques du lobbying parlementaire et les procédures d'élaboration des lois. Pendant 3 jours, le groupe des travail ont été constitués pour examiner et enrichir le code de bonne conduite qui va réglementer le travail du lobbyiste. La clôture de cette formation est intervenue hier mercredi au siège de cette structure dans la commune de Kassiavobo. Marie-Jeanne Biombata en forêt. Dieu merci, Sueka. Ils sont une centaine, ces membres de la nouvelle société civile congolaise formés en technique de lobbying parlementaire. Objectif de cette formation, la mise en place du noyau des lobbyistes professionnels et la valorisation de la communication parlementaire. Pour la nouvelle société civile, la formation débutée à Kinshasa devra s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Ce groupe de lobbyistes 100, c'est sur 2000 que nous sommes en train d'attendre. Là, le premier groupe de 111 venait de passer. Nous estimons continuer cette série jusqu'à obtenir au moins 2000 lobbyistes. Comme nous avons 500 députés,
chaque député sera entouré par 4 lobbyistes, juste pour nous permettre de faire passer le message de la population à ce niveau-là. Ils se sont constitués aussi en commissions telles que les commissions sont organisées au Parlement et dans les commissions telles qu'elles sont organisées au Sénat. Et de cette manière, nous aurons des spécialistes sur toutes ces commissions. Cette formation a été assurée par des experts des milieux académiques et parlementaires. Au terme de cette formation, les participants ont promis de mettre en application toutes les notions acquises lors de cette formation. Ils ont par la même occasion reçu chacun un brevet de participation à la satisfaction de tous. Le réseau national des ONG pour les développements de la femme en République démocratique du Congo, ensemble avec d'autres organisations de la promotion de la femme, hausse le temps et pour cause la situation des violences faites à la femme en rapport avec le 16 jours d'activisme consacré au mois de décembre. Du 7 au 26 décembre, ces femmes ont constaté des inégalités dans la répartition des ressources et du social, des discriminations observées à l'égard de la femme dans la prise en compte du gender dans les instances décisionnelles. C'était au siège du RENADEF à Kasavubo. Mariam Boya Chilumba, Dudu Ndombe et Dieu merci Sueka. Les organisations de promotion du droit de la femme font entendre leur voix. Réunies dans un réseau, ces femmes veulent sensibiliser seulement leurs semblables, mais également l'opinion tant nationale qu'internationale sur les violences basées sur le genre. Pour réussir, elles projettent de mettre en place un forum permanent de dialogue afin de partager les expériences et les stratégies du travail. Marie Nyombo Zaina est coordonnatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme en RDC. Que nous devons aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de ces jours d'activisme, dénoncer. La réunion d'aujourd'hui, ce n'est pas une réunion comme toutes les autres, c'est une réunion de dénonciation des faits et une réunion de propositions que nous allons devoir soumettre à ceux-là qui ont la décision ou à ceux-là qui envoient leur argent ou qui mettent leur argent pour le développement, pour lutter contre les 3 maladies, le VIH, la tuberculose et le paludisme, et voire même la lutte contre la pauvreté. Il y a des fonds qui entrent dans ces pays. Parti d'un constat selon lequel le VIH-Sida tend à se féminiser, les femmes profitent de ces mois de décembre pour sensibiliser leurs semblables sur les dangers de cette pandémie qui ne cesse de faire des victimes. La semaine Samsung est officiellement opérationnelle depuis mercredi. À travers cette initiative, les organisateurs veulent agrandir la société en Afrique centrale en vue de renforcer leur présence sur les marchés à travers une concurrence loyale. Une occasion pour les directeurs généraux de Samsung RDC, Bill Kim, de réaffirmer que la République démocratique du Congo est un marché à croissance rapide, unique et potentiel pour leurs produits. Anita Lomboachala, Trésor Touabila et Fiston Bouini. Samsung s'est fortement investi dans des centres de recherche et de développement qui lui permettent de développer les technologies innovantes spécifiques aux besoins des consommateurs africains. Une occasion pour Bill Kim, directeur général de Samsung RDC, d'expliquer à l'assistance les innovations qu'apporte son entreprise en RDC. Bill Kim reconnaît aussi l'importance que les Congolais accordent aux produits Samsung qui contribuent au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais quelles sont les attentes de la population par rapport aux produits Samsung? Le directeur marketing répond. On aimerait amener le consommateur congolais d'être au même pied d'égalité que les autres. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de choses, que ce soit en électroménager ou en téléphone. Il y a des innovations qui sont faites. On aimerait quand même que vous connaissiez ces histoires. Ça va nous permettre de pouvoir être au même pied d'égalité et ça va vous permettre aussi d'être plus exigeant éventuellement auprès d'autres personnes. Vous vous sentez au même pied d'égalité. Il y a des innovations en tout. Que ce soit en électroménager, vous allez voir, on va vous parler des dernières télés qu'on a, qu'est-ce que ça peut faire, comment on peut l'utiliser, comment on peut faire avec un appareil, contrôler tous les appareils ménagers ou électroniques que vous avez dans une maison. Et on essaie d'amener les gens à pouvoir vivre tout ça. Samsung s'engage également à soutenir les secteurs sociaux et sanitaires. Déjà, l'entreprise a soigné 1200 personnes gratuitement dans la province du Katanga. Responsabilité sociale oblige.
La firme spécialisée en immigration francophone pour le Canada, Access Canada, commémore depuis le mois dernier ses 18 ans d'âge. Ici à Kinshasa, le président de cette firme a organisé une réception pour ce faire. Une occasion pour Alain Guerrero de retracer le parcours de Access Canada, de souligner son rôle, mais aussi d'octroyer des visas à ses clients. La cérémonie a eu lieu mercredi au siège de cette firme à Gombe. 18 ans d'existence, il y a de quoi fêter, mais aussi faire le bilan du travail abattu jusque-là. Sans fausse modestie, Access Canada s'estime heureux d'avoir accompli un bon travail. Établie dans 9 pays africains, cette firme familiale, spécialisée dans l'immigration francophone pour le Canada, a jusque-là réussi à installer plus de 30 000 familles dans ce pays d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, devant les convives, le président de Access Canada, Alain Guerrero, trouve l'occasion de clarifier le rôle de sa firme dans l'immigration francophone pour le Canada et le Québec, et également les atouts de ce phénomène. Et nous avons comme spécialité l'immigration des francophones vers les régions francophones du Canada. Donc nous faisons ça sur une base régulière, c'est notre travail quotidien, c'est ça que nous faisons sur une base régulière et ancienne. Nous sommes accrédités par le gouvernement du Canada et aussi par le gouvernement du Québec. L'immigration étant un domaine où circulent beaucoup de rumeurs, Alain Guerrero recommande la prudence à tous ceux qui désirent mener à bon port leur projet d'installation au Canada. La société reste disposée à apporter des informations fiables à ce sujet et cela implique donc des préalables pour ce faire. Si vous avez envie de connaître si votre profil est positif pour le Canada, il faut venir nous voir. Nous sommes Galerie du Centenaire sur le boulevard du 30 juin. Nous avons un système qui permet de qualifier rapidement les individus. En 3 jours, on vous dit s'il y a des possibilités juridiques pour immigrer. Si c'est le cas, on vous amène dans une procédure qui va vous permettre d'avoir la résidence permanente. La commémoration des 18 ans d'existence, dont environ 4 ans en RDC, est aussi l'occasion pour le président d'Access Canada d'octroyer à certains clients des visas pour le Canada. 2 ans d'attente aujourd'hui récompensés, et c'est dans une ambiance conviviale, autour d'un repas, que cet anniversaire est célébré. Pour être tout à fait complet avec l'actualité nationale, Rosa Wazi nous emmène effectuer la ronde des kiosques à journaux parus ce jeudi à travers la capitale dans sa revue de presse. Plusieurs sujets font la une de journaux parus ce jeudi dans la capitale. Commençons cette synthèse de journaux par les phares qui titrent à sa une Kampala, le Briard. Jusqu'au hier mercredi, une lourde hypothèse continuait de peser sur la tenue à Kampala de réunions ou des négociations en rapport avec la réévaluation de l'accord du 23 mars 2009. Pour ses confrères, de gros nuages ne cessent de s'accumuler au-dessus de la capitale ougandaise. Pour les observateurs, ce sont les rebelles forts de leur nouveau statut de partenaire du gouvernement congolais qui font plus craindre l'échec d'une rencontre qui tarde à commencer. Le concile de Paul Kagame au AM23, c'est le titre en une du palmarès qui rapporte que le délégué du AM23 a l'obligation, avant de se prononcer sur tout point de discussion, de s'en référer à Kagame en personne, lequel aura à évaluer les choses avec Museveni avant la décision finale. De manière claire à Kampala, la délégation congolaise va négocier avec Kagame, conclut le journal. Préoccupé par la violence dans l'est de la RDC, le souverain pontife Benoît XVI a lancé mercredi un vibrant appel au dialogue et à la réconciliation entre les partis en conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Il en a en outre invité la communauté internationale à subvenir aux besoins de population. Information à lire dans l'avenir. L'observateur qui s'intéresse aux actes de pillage perpétrés par le rebelle dans la ville de Goma, à en croire plusieurs témoins, note le confrère, la plupart des engins de génie civil auraient traversé la frontière pour le Rwanda. Outre le pillage, les rebelles ont également récupéré des équipements militaires abandonnés par les troupes gouvernementales et des équipements de la police nationale congolaise trouvés dans la ville de Goma. Loin de tout débat sur la situation à l'est de la RDC, les potentiels s'intéressent à de sanctions contre SCOD. Le quotidien rapporte que la SCOD, Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, est frappée d'une mesure de suspension à durée indéterminée de la part du bureau politique de la majorité présidentielle au Katanga. Ces partis politiques devraient s'abstenir de participer aux activités de la majorité présidentielle au Katanga, moins encore de faire usage des logos et autres enseignes de la plateforme durant toute la période de cette suspension.
Terminons cette synthèse de journaux avec la réplique du ministre de la TUIT à l'Assemblée nationale sur la situation de la voirie à Goma. Fridolin Moussouka rassure que le gouvernement met tout en œuvre pour terminer le travaux de cette voirie d'ici à juin 2013. Information à lire toujours dans les potentiels. Voilà qui met fin à cette synthèse de journaux parue ce jeudi dans la capitale, Élysée Bilonda. Et voilà, une belle synthèse des journaux Rosa Wazi qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. Le reste de l'actualité, comme d'habitude, sur www.lepotentielonline.com. Bonne soirée sur nos ondes. Au revoir.